et je suis aussi pédagogue. Donc, au fait, je travaille au développement des habiletés langagières des enfants et développement personnel aussi pour mieux les aider dans leur apprentissage par le jeu de la marionnette. C'est un plaisir de vous accueillir ici, à la Maison de la Culture. Donc, au fait, je fabrique des marionnettes, je les fais vivre et j'écris aussi des histoires pour enfants. Alors, comment je suis devenue marionnettiste? C'est un hasard de parcours, disons. J'étais en Espagne et je travaillais sur un bateau de croisière. Et c'est là que j'ai rencontré un ventriloque argentin. Et j'étais fascinée. Je me disais, waouh, il y a quelque chose qui se passe avec la marionnette. Parce que le public, c'était des adultes. Et il y avait une magie avec la marionnette. Les adultes s'adressaient directement à la marionnette. Et moi, vu que je viens du théâtre, du milieu des arts de la scène, je regardais tout ça puis je me disais, waouh, c'est génial. Ensuite, à l'université, quand j'ai vu que oui, on pouvait étudier le métier de marionnettiste et que c'est quand même un bon 2 ans, là, faire le diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est là que je me suis dit, OK, je me lance. Bien, le métier de marionnettiste, au fait, c'est comment est-ce que, à partir d'un objet, on peut insuffler la vie. C'est la première étape, disons. Lobito, j'aimerais te dire quelque chose. Ça va? Oui. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aller chercher cette relation-là, marionnettiste et marionnette. Ensuite, il y a un autre volet que je peux vous expliquer aussi. La marionnette portée, c'est une marionnette qu'on porte sur notre corps et qu'on donne une partie de notre corps à la marionnette. Alors, je vous présente la Llorona. Comme je suis une fille de couturière, j'inclus dans ma démarche beaucoup tout ce qui est textile, tout ce qui est fil, couture. Mais par contre, je ne commence pas avec ça directement. Je commence avec le dessin, les croquis, tout ça. Et ensuite, je fais une sculpture en argile que je recouvre de papier mâché, au moins 7 couches. Ensuite, c'est là que je fais un travail de broderie, si on veut, pour faire les détails du visage. Donc, au lieu d'utiliser la peinture, j'utilise vraiment le fil. Donc, qu'est-ce qui est difficile pour moi comme interprète quand je me retrouve dans une grande salle? Déjà, à la base, les appareils, c'est un effet de salle. Donc, quand on se retrouve dans une salle, c'est comme si l'effet est exponentiel, disons, est doublé. Donc, moi, j'ai l'impression souvent qu'on perd le son. Finalement. Moi, je trouve que c'est un grand défi. Aussi au niveau de la lumière, tu sais, parfois il y a des scènes qui sont plus sombres. Ça aussi, là, je trouve ça très difficile parce que je suis une personne qui est très visuelle. Donc, dès qu'on est dans des moments plus sombres, là, on ne peut plus lire sur les lèvres. C'est comme si nos instincts se réveillent. Là. On est comme « Oh, OK, mes repères visuels sont plus limités, donc c'est sûr qu'on essaye de s'adapter. » Quand, par exemple, je travaille avec les personnes, puis qu'ils tournent le dos, ou que je sens que le son se perd, bien, inévitablement, j'assume ma surdité, puis doucement, je leur demande de me parler de face ou de s'approcher, parler plus fort ou même... de répéter, de répéter.
Mais en ce moment, je dirais que j'adore la culture sourde. La culture sourde, j'adore. Donc, pour moi, ça serait de très bien parler LSQ. Je pense que j'en ai pour un autre 6 ans à étudier, mais c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. Et comment est-ce que je peux intégrer la culture sourde dans mon travail? Wow, ça serait pour moi là, un super objectif. Là, ici, on est à la Maison de la culture Plateau Mont-Royal et je travaille sur justement une pièce de théâtre dans laquelle on veut inclure la culture sourde et la LSQ. Dans les histoires que j'écris aussi, c'est important pour moi de parler des enjeux sociaux. Je parle par exemple de migration, d'inclusion, exclusion, acceptation de la différence. Pour moi, c'est important comme artiste engagé. Okay, bien, bienvenue dans mon univers. Ici, c'est mon atelier de création. C'est un espace qui est super inspirant. J'ai ma table à dessin ici. Je travaille surtout l'aquarelle. Puis ensuite, si par exemple je travaille une marionnette tissu, mais je vais passer du dessin directement au patron, au tissu. Donc, comme M. Lyon, vous pouvez voir là, juste ici. À cause que je suis née prématurée, donc 2 mois à l'avance, et aussi j'ai fait des otites par-dessus otite, par-dessus otite. Donc c'est ces 2 choses-là qui ont fait que j'ai une surdité sévère. Mes parents, ils ont découvert que j'étais sourde quand j'ai failli me faire frapper par une voiture dans ma cour. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle, je jouais, j'étais petite, très petite, 5 ans. Et il y a une voiture qui est rentrée dans la cour et qui pensait que moi, j'allais entendre et me tasser. Et je me suis jamais tassée finalement, donc elle a freiné. Et c'est là que l'ami de ma mère a dit « ça serait peut-être bon d'aller faire un test d'audition parce que votre fille n'a pas entendu la voiture. » Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur. Oui. J'ai été passer un test d'audition et là, c'est là qu'ils se sont rendus compte que oui, effectivement, j'avais une surdité sévère et ça a été direct. On m'a fait faire des appareils, puis c'est dès l'âge de 5 ans. Donc, quand j'étais à la maternelle, une petite histoire, c'est ça, donc j'étais arrivée à la maternelle du jour au lendemain avec des appareils dans les oreilles et les enfants ils disaient « Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Donc, semblerait-il que j'ai enlevé, moi je m'en souviens pas, mais j'ai enlevé les appareils, j'ai été les donner à l'enseignante, puis je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez expliquer à tout le monde en même temps c'est quoi ça? Comme ça, on va régler la question. » Donc, l'enseignante a fait une petite intervention, elle a expliqué c'était quoi la surdité aux autres élèves, puis c'était quoi ces appareils-là, puis tout ça. Donc, c'est à partir de 5 ans. Aujourd'hui, maintenant, si tu me demandais de faire le choix d'aller dans une école régulière, puis de vivre parmi les personnes entendantes, et peut-être aujourd'hui d'aller dans une école où est-ce qu'on peut parler la LSQ, où est-ce qu'on peut vraiment apprendre autrement, mais je te dirais que je pense que je choisirais d'aller dans une école LSQ. Parce que oui, effectivement, on est constamment en train de faire des efforts, on s'en rend pas compte, il ne faut pas parler trop fort. Donc là, dès que le professeur tourne le dos, on n'entend plus. On a beau leur expliquer, ils font attention, mais c'est naturel. Donc, ils expliquent des choses au tableau.
Je trouvais que ça demandait quand même beaucoup d'efforts. Dans l'âge du développement de l'enfant, même de l'adolescent, on veut être comme tout le monde. On veut être comme les autres. C'est ça qu'on se fait répéter aussi. Donc, mais en réalité, tu n'es pas comme les autres. Puis j'aurais aimé connaître des enfants qui étaient comme moi, finalement. Si j'avais un petit conseil à donner, de mon expérience à moi, ça a été comme long d'accepter ma surdité. Aujourd'hui, je suis fière de ma surdité. Je suis différente et je suis comme ça. Je m'accepte telle que je suis. Et c'est certain qu'au niveau du développement identitaire, ça a pris plus de temps, mais il faut être fier de qui on est, puis croire en ses rêves, croire en ses ambitions, et puis pas nécessairement voir la surdité comme un obstacle, sinon comme un défi à surmonter pour aller plus loin puis atteindre nos rêves. Ouais.